pires moments, les pires conditions, ça fait toujours les meilleurs souvenirs. Corps humain n'est pas un corps de canard. Pleut comme jamais dehors. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Alexandre, connu sous le nom de Casquette Verte sur Instagram. Faut-il encore présenter Alexandre? Enfin, Casquette Verte? Autodidacte de la course à pied, il fait maintenant partie des élites. Des kilomètres parcourus quotidiennement et de nombreux podiums sur Ultra. Alexandre nous partage aujourd'hui son aventure sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura, aussi appelé UTMJ, dernière course de son année 2020. Les conditions apocalyptiques qu'il a vécues pendant la course lui ont laissé de gros souvenirs, mais ne l'ont pas empêché de finir une fois de plus sur le podium. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'ai eu à l'enregistrer. Je vous assure que, pour deux grands bavards comme nous, tenir dans un format d'1 heure n'a pas été chose facile. J'espère pouvoir réinviter Alexandre prochainement pour continuer à échanger avec lui sur ses aventures sportives. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel et j'espère que tu vas bien. Hello Pauline, bah ouais, écoute, au taquet, en pleine forme, on enregistre un samedi matin à, à l'orée de la journée, donc bah, ça va très bien et je suis très content d'être là avec toi pour parler un peu aventure. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, beaucoup de personnes te connaissent, mais... Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne, j'habite à Saint-Mandé, donc c'est une petite ville qui est collée entre Paris et le bois de Vincennes. Et dans la vie, je suis chef de projet système d'information, donc ça c'est dans la vie civile, donc j'ai mon petit costume, ma petite cravate la journée et le soir et le week-end, je suis un passionné d'ultra trail. Donc moi mon kiff c'est, de courir des courses qui vont de, on va dire, 130 à, allez, 180-200 kilomètres, et si possible, en montagne. Donc pour ça, je suis quelqu'un qui pratique la course à pied, de manière, quotidienne et c'est un vrai plaisir pour moi, quoi. C'est pas quelque chose de professionnel, c'est une passion, très ouais, prenante. qui est très prenante effectivement, mes proches me le reprochent, mais C'est vrai, c'est mais pas évident. Ouais, remarque, en même temps, tu t'entraînes, enfin, pour voir tout ce que tu t'entraînes toutes les semaines, ouais, c'est pas, ça doit pas être évident de conjuguer les deux. Enfin, et en plus avec le travail. bah, la difficulté, elle est de ouais, de trouver généralement, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, je vais courir en moyenne, à peu près 2 heures et demie par jour. Donc ça va faire du d ouais, 2 heures et demie, 3 heures douche comprise, on va dire. Bah, il faut trouver ces 3 heures, dans l'agenda et grosso modo, moi, je bosse, généralement de, 8h30, 9 heures jusqu'à, en ce moment, on va dire 18h30 et je pars courir après, donc ça veut dire que je rentre jamais chez moi avant 20h30, 21h et ma vie, elle commence pas avant 21h30. Donc j'ai intérêt à bien savoir, mener ma barque de manière à ce que, je Oui, que vis en chacun y couple. trouve. Oui, voilà, c'est ça, que chacun. Exactement, que l'autre personne pendant ce temps-là, elle puisse être, il faut que l'autre personne, elle puisse aussi avoir ses passions parce que, effectivement, quand on a un mec ou une copine, qui je pense s'entraîne, et qui s'implique énormément dans un sport comme ça doit parfois être un petit peu chiant et je comprends que pour les autres, ça peut être un peu chiant comme pratique. Mais pour soi, c'est très bien, hein, très de manière Ah bah, égoïste, c'est très cool, hein. je suis dans le même cas, donc je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai qu'il faut réussir à conjuguer tout ça. Et ça fait longtemps que tu t'es mis à la course à pied? C'est quelque chose que tu fais depuis tout jeune ou c'est récent? Moi, c'est assez récent, enfin, je sais plus maintenant. En soi, ça fait 5 ans que je me suis mis à la course à pied vraiment. Je me suis, mis à la course à pied, en sortant d'école de commerce, en commençant à taffer parce que, bah, je voulais me remettre un petit peu en forme et j'avais du temps. J'ai commencé, un peu comme tout le monde, j'ai pris, d'abord mes baskets, qui étaient pas tout à fait pour aller courir. Je suis allé dans le bois de Vincennes et
au bout de 100 ou 200 mètres, ça allait pas du tout et je suis rentré parce que je trouvais que c'était vraiment atroce de courir et j'ai laissé mes chaussures dans l'entrée et je les ai pas regardées pendant 2 ou 3 semaines. Et puis après, j'y suis retourné et petit à petit, j'ai commencé à me prendre au jeu. J'avais un collègue, qui faisait déjà du trail et donc voilà, il m'en parlait un petit peu de loin. Moi, pour moi, c'était totalement lunaire, quand je voyais des mecs déjà faire le marathon, je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, bah, voilà, hein, bah, après c'est la bascule, on prend un premier dossard pour un semi-marathon, ça se passe bien. On se dit: «Oh bon, bah, si on a fait un semi, pourquoi pas faire un marathon?» Et puis derrière, bah, tiens, on a fait un marathon, pourquoi pas faire une Saint-Élion? Quand on découvre la Saint-Élion de nuit avec le froid, en plein décembre, qu'on découvre un peu, l'ambiance trail, on découvre qu'il y a tout un monde. On ouvre une porte et on fait: «Ah tiens, il y a des trucs comme ça qui existent, ah il y a des trucs de 100 bornes, de 150 bornes, de 180, à la Bah, c'est vrai que montagne, à l'étranger». non, mais quand on commence à mettre un doigt dedans, ben, on est vite emporté, hein. Bon après, Bah, il en faut fait toujours trouver du plaisir, mais on est vite emporté, je trouve. et je trouve, moi, c'est un truc que je regrette un petit peu, c'est la période où j'ai découvert ça, où bah, je connaissais pas du tout, vraiment, en tant que Parisien, on n'entend jamais parler de trail ni d'ultra trail, et on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut avoir et du nombre de personnes qui sont impliquées dans ce sport. Et moi, je trouvais ça génial d'entendre parler d'une course où il fallait bah, faire le tour du Mont Blanc, où il fallait traverser l'île de la Réunion. Euh, Par les montagnes, par les sentiers, C'est ça ça. me paraissait totalement improbable et c'était génial de pouvoir se dire à ce moment-là, bah, c'est improbable, c'est impossible et de se dire: «Mais, bah, on va peut-être le faire alors». Donc Non, mais c'est complètement ça. Mais je me tu vois, enfin, après, moi, c'est pas si longtemps que ça que je cours, c'est peut-être pour ça, mais je me souviens, le moment où je regardais avec les étoiles dans les yeux les potes avec qui je cours faire 40 kilomètres. Je disais: «Mais c'est impressionnant, ils courent 40 kilomètres.» Bon, maintenant, j'en cours 80 en disant: «Ouais, c'était cool, ouais, c'était bien.» ouais, mais c'est C'est clair. il y a une bascule à un moment, c'est impressionnant. Il y a cette bascule et après, je trouve on peut continuer à l'avoir, d'être toujours un petit peu halluciné comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hallucinants et Et tu en fais partie. bah, petit à petit, en fait, on se rend compte que les mecs qu'on pensait être hallucinants, il y a quelques années, moi les mecs qui étaient, élites en ultra trail, je sais pas, qui terminaient la Diagonale des Fous en, je sais pas, en moins de 30 heures ou l'UTMB en 24, 25, 26 heures, je pensais pas que c'était physiquement possible. Enfin, je me suis dit, les mecs, ils sont formatés pour faire ça, où ça se trouve. Un truc dans lequel je ne crois pas, c'est-à-dire avoir un don ou un talent particulier. Je me disais, ils ont peut-être que eux, voilà, ils ont un don, ça existe, et eux, c'est la preuve. Et finalement, petit à petit, tu te rends compte que bah, c'est pas tellement des extraterrestres et qu'avec un peu d'entraînement, c'est possible Ah ouais, tu te rapproches de, beh, de se rapprocher, quoi. Et c'est intéressant justement de casser de se casser un peu ce rêve d'enfant. Un peu comme, bah, je sais pas, j'espère qu'il y a pas d'enfants qui vont écouter le podcast, mais un peu comme le Père Noël, voilà, à beaucoup y croire quand on est petit et j'ai pas envie de le dire sur un podcast, après ça pourrait m'être reproché, la suite. Non, mais c'est vrai qu'avant, enfin, après, c'est du boulot, hein, d'arriver à progresser comme ça. T'étais sportif quand même, plus jeune, ou c'est vraiment, enfin, ça t'est un peu tombé dessus comme ça? J'ai jamais été trop en club ou Ouais, quoi, enfin, j'ai pas mal fait de judo quand j'étais gamin, après en dehors des judo et handball après quelques années plus tard, mais handball j'étais gardien, hein, j'étais vraiment le mec qu'on prend en dernier, parce que voilà, j'avais un peu la flemme. J'étais pas mauvais, hein, mais courir et tout avec le ballon, ça. ouais, ça t'intéressait pas. Non, non, oui, voilà, c'était, après, t'as quand même fait t'as quand même eu un petit peu de sport. T'as pas passé ton temps, le cul sur le canapé à attendre que ça se passe, quoi, et d'un coup, tu t'es dit: «Tiens, si je vais courir.» Clairement, je remercie en fait mes parents d'avoir interdit toute console de jeu avant mes 18 ans. Ouais, ça aide. Parce que effectivement, en fait, c'est moi ce que je faisais la plupart du temps, c'est je me vois sortir d'école primaire et prendre soit mon skateboard, soit mon ballon de foot. Et bah, à 16h30, je sortais de l'école et bah, je rentrais pas chez moi avant 19h, 19h30 et je passais tous les jours 2 heures, 3 heures dehors à faire du foot avec des potes, à faire énormément de skateboard. Donc je peux pas dire que j'avais un passé de sportif parce que Non, non, mais quand je vois t'étais tous les mecs actif, qui quoi. faisaient du club, mais Oui, 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 c'est sûr, c'est pas la même chose, mais tu as toujours été actif. toujours été actif et j'ai toujours bien aimé les sports où il fallait être un peu têtu, comme par exemple le skateboard où, Mmh. bah, pour faire une figure, faut la répéter des dizaines des dizaines, des centaines de fois avant de pouvoir commencer à la voir. Et c'est aussi un sport sur lequel on se fait souvent très, très mal et il faut aimer avoir mal parce que sinon tu arrêtes tout de suite ce sport et c'est 2 trucs que je retrouve dans l'ultra, ça.
C'est vrai, tu trouves que enfin alors la douleur, oui peut-être et par contre il faut être têtu, tu trouves? Pour réussir? Ouais, je pense, parce qu'il y a quand même des moments où si t'es pas têtu, si t'es pas acharné, déterminé à vouloir Mmh. aller au bout, les douleurs sont telles que Ouais, tu laisses ta place, quoi. Ouais, non, mais je suis ouais, d'accord. il y a des moments où on pourrait se dire très facilement, enfin la solution de facilité de dire ouais non mais là c'est bon, enfin j'ai vraiment trop mal, j'arrête. Euh, si t'es pas déterminé et acharné, tu peux pas le faire. Ça fait Ouais, vraiment trop mal, quoi. Il y a beaucoup de moments où tu dépasses ce seuil de tolérance je suis et d'accord avec c'est toi. mieux d'être têtu et ça peut jouer des tours, hein, d'être têtu. Moi, j'ai aussi ce caractère en moi d'être têtu et d'être têtu petit con, j'appelle ça. À vouloir en faire un peu qu'à ma tête, à m'entraîner que à ma sauce, à pas suivre de planning d'entraînement ou quoi. Et je sais que ça me joue des tours, mais c'est ma façon de faire. Et, et pour l'instant, Tu réussis ça, ça fonctionne un peu, quoi. un petit peu, oui, oui, légèrement, légèrement. Bon, super, merci beaucoup pour cette présentation. Dis-moi, de quelle aventure souhaites-tu nous parler? Bah, je souhaite parler en plus, c'est ma dernière aventure, c'est la plus récente. C'est l'UTMJ, donc c'est l'Ultra Trail des montagnes du Jura, qui est un ultra qui a eu lieu en 2020. Déjà, rien que pour ça, c'est une aventure. Oui. Euh, et bah, c'est en fait une course qui traverse l'ensemble de la chaîne des montagnes du Jura, qui Mmh. fait sur le papier 180 km et 7800 mètres de dénivelé à peu près, donc 7008, 8000 de dénivelé. Ça part de l'Ancran, dans le département de l'Ain, et ça arrive à un endroit que j'adore qui s'appelle Métabier, dans le Haut-Doubs. Donc c'était ça, et c'était mi-octobre dernier. Une des dernières courses effectivement qui avait pu avoir lieu. Je me souviens plus, mais niveau météo, c'était cool ou Attends, c'est un truc qui est difficile pour moi. J'ai vécu un moment un peu traumatisant. Alors, en fait, le délire, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'en fait, il a commencé à pleuvoir au bout du 15e kilomètre. Grosso modo, au ouais, bout de grosso 2 heures, modo, il a oui. commencé à pleuvoir, et puis il Mmh. a plu. Ce qu'on n'a jamais eu. Enfin, j'ai rarement eu une d'aussi grosse pluie. Peut-être en Bretagne, j'ai eu des pluies comme ça. Peut-être sur la Saint-Élion, certaines années, j'ai eu des pluies comme ça. Mais là, c'était du non-stop de flotte tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, et super froid. Un bonheur. D'une certaine manière, moi je suis un peu dans cette philosophie-là, qui est de dire les pires moments, les pires conditions, ça fait toujours les meilleurs souvenirs. Avec le recul, c'était un très bon moment. Mais sur le moment, Pour le c'était moment, pas vraiment, ouais. sur le moment, pas du tout, pas du tout. Je suis passé par des stades d'hypothermie totale. Bah déjà, en fait, rien que le fait d'être trempé pendant, je l'ai bouclé en 26 heures. Il a commencé à pleuvoir au bout de 2 heures, donc pendant 24 heures, j'étais totalement trempé. Et ben, le corps humain n'est pas un corps de canard. Il n'est pas Ah fait ouais? pour être trempé pendant 24 heures et pour courir en même temps. Ça doit être des conditions je n'ai jamais vécu des conditions comme ça sur du long, mais ça doit être, psychologiquement très dur. Ouais, psychologiquement, c'est dur. Et je crois que Physiquement. le taux d'abandon justement sur la course est relatif à cette difficulté climatique. Je crois on était parti, on était peut-être 300. C'était une première édition, donc il n'y avait pas non plus des milliards de personnes, mais 300 c'était bien, c'était suffisant. Et je crois je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a moins de 80 arrivants. Ah oui, effectivement, Donc, oui, ça énormément fait, d'avant. énormément d'abandons, et les abandons sont principalement dus à des hypothermies, et principalement dus à c'est pas possible, je suis trempé totalement, quoi. Ouais, ouais et au bout d'un moment, c'est on n'est pas là pour souffrir, quoi. Donc la météo était bonne, Ouais, la météo était bonne. Ah si, sur les 2 dernières heures, les 3 dernières heures, on a eu de la neige, parce que c'était pas suffisant, d'avoir de bah la oui, pluie, non, mais quand même. et il fallait un peu ravir les yeux. Et ce qui est très très drôle, bah moi au bout je me rappellerai toujours, au bout de 25 heures 30 de course, donc il me reste grosso modo, je sais pas, 4-5 kilomètres. Ça finit tranquille, en plus il y a pas trop de dénivelé, on est sorti de la montagne, c'est presque, on entend au loin les bruits de l'arrivée. Et le soleil est sorti pour les 30 dernières minutes, de manière à ce que bah, c'était grand soleil sur la ligne d'arrivée, et j'ai même séché. C'est-à-dire que je suis arrivé, alors que j'ai passé 24 heures totalement trempé, je suis arrivé sec sur la ligne d'arrivée. Donc là, je fais bon, moi, ok, dans ce Ouais, cas-là, ouais. voilà. On repart, allez hop, c'est reparti. Excellent. Et tu es allé là-bas, tu avais un objectif en tête de temps ou de quelque chose ou?
C'était vraiment une course lambda pour toi? Pas du tout. En fait, bah, le contexte, c'est moi, j'avais prévu d'aller sur la Diagonale des Fous en octobre. Je sais plus trop quand on a appris qu'elle allait être annulée, mais bon, on sentait déjà, fin août, début septembre, on sentait que ça puait, ça sentait pas bon et qu'elle allait être annulée. Donc je perdais ma course gris-gris, la Diagonale, je perdais mon petit sucre de fin d'année et hem bah, j'ai vu passer cette course. J'ai cru voir et comprendre que, étant donné qu'il y avait peu de personnes qui y participent, bah, elle allait être très certainement maintenue. Donc bah, je connaissais l'endroit et j'avais envie de traverser, ces montagnes du Jura. Ça me faisait rêver en fait de me dire que j'allais traverser tout un massif entier en courant. Et donc bah, j'ai sauté sur l'occasion et je suis allé dessus. L'idée, elle était pas tellement de performer parce qu'à ce moment-là, je me traînais une vieille blessure, une déchirure de la peau névreuse, au pied gauche depuis début août et je suis arrivé sur la course. Je me rappelle que les jours d'avant, j'avais, limite mal quand je marchais. Après, c'est peut-être des douleurs qui étaient un peu somatiques, Ouais, dues au ça stress de la course. Mais je suis parti carrément blessé en me disant, «Bon, tu même pas sûr de finir, mais tu eu si peu de dossards, cette année et puis, là, l'ambiance elle est sympa, c'est dans les montagnes que tu connais». Bon, j'avais pas trop vu la météo, je savais qu'on ça allait pas être forcément beau, mais j'avais pas prévu que ce soit aussi, drastique que ça. Hem, donc non, non, pas d'objectif particulier sur le papier, juste, je flippais trop en fait d'avoir mal à ma blessure, donc je flippais trop d'abandonner, pour me et tu dire eu mal que justement pendant la course? bah, ma stratégie en fait de course, c'était de partir, on va dire lentement, de pas partir comme un bourrin. J'ai une habitude, les Parisiens, on est aussi un petit peu connus pour ça, c'est on part comme des bourrins sur les courses, peu importe qu'elles fassent, 10 kilomètres ou 180, au départ on fonce et Oui, puis après on hem récupère à l'arrivée, je sais, je sais. et généralement on se fait ramasser assez rapidement, c'est c'est la loi, hein, mais parfois ça passe, parfois cette technique, fonctionne et dans ce cas-là, c'est cool, mais c'est rare. Non, ouais, donc la technique, c'était de partir doucement parce qu'en fait, le profil de la course, sur les 30 premiers kilomètres, on se mange 2000-2300, je crois, de dénivelé positif. Donc, on se mange un La tiers du technique dénivelé en 30 bornes. mmh. Donc, en fait, c'est voilà, au départ, c'est une énorme montée. On passe, je crois, de 500-600 mètres à 1700. On redescend à 500 et on remonte à 1700. Donc, donc ça sert à rien non plus de s'épuiser, sachant que derrière, une fois que tu as fait ces 30 kilomètres, il en reste 150 et il y a encore ouais, 5000 de dénivelé. Donc faut en garder. Donc la stratégie, c'était de partir doucement parce que j'avais mal et parce que je m'étais dit, si tu pars doucement, peut-être que ça va chauffer doucement et puis ça va partir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis parti pas trop fort. Bon après, je dis je suis parti pas trop fort, mais je sais que peut-être les gens qui ont participé à cette course qui vont écouter ce podcast, ils vont faire: «Ouais, mais attends, il dit ça, mais il était tout devant». Effectivement, au Oui, mais départ, par rapport à ton voilà. allure à toi, effectivement, c'était, Ouais, mais aussi un truc, c'est j'aime bien moi au départ, mettre, rien que sur les 500 premiers mètres, mettre quand même ouais, un petit coup d'accélérateur, c'était pour un cool. peu se dégager du peloton et être tranquille, quoi. Quand, sur cette course, parce que vous y étiez que 300, donc c'est quand même pas Mmh. grand monde, tu as croisé quand même des coureurs ou tu as été solo, tout le long? Alors je pense que, en fait, je crois que je prends la troisième place. J'étais pas au courant à ce moment-là où je me doutais que j'étais un peu devant, mais je m'en rappelais plus. Je crois que je suis, dans le genre 9 ou 10e dans les, 10-20 premiers kilomètres. Je rattrape quelques personnes, de temps en temps entre, le 20 et le 60 et je sais que j'arrive à la première base de vie qui s'appelle la base de vie des Rousses au kilomètre 70 et que je suis troisième à ce moment-là et là, c'est simple, je ne croiserai plus personne jusqu'à l'arrivée. Donc, en fait, grosso modo, pendant genre 17 heures, j'ai vu personne. Et c'est enfin, après, je sais pas, sur tes courses, ça doit quand même, du coup, t'arriver assez régulièrement. C'est toi, tu préfères être solo ou tu bien courir justement, avec du monde autour et ça se passe comment tes courses? Hem, j'ai j'aime bien être solo, mais pas aussi longtemps, quoi. 14 heures de solo, il y a un moment où on devient fou, en fait. Il y a un moment où on vrille, ne serait-ce que de pas parler, et là encore pire parce que le froid et l'hypothermie, me bloquaient la mâchoire. J'ai un souvenir d'arriver dans un ravitaillement, un peu plus tard vers le kilomètre, je pense, allez 120, un truc comme ça, où, j'ai tellement parlé à personne,
et j'ai tellement froid que j'arrive plus à parler, aux bénévoles dans le ravitaillement Ah oui, et effectivement. bon, voilà, il y avait la fatigue, il y avait l'hypothermie qui se jouait, mais il y avait aussi le fait que psychologiquement, bah, j'avais vu personne, moi je luttais contre mes douleurs tout seul depuis un long moment et je savais que ça allait encore continuer et je sais pas si l'exemple et la comparaison est bonne, mais c'est comme les personnes qui se marginalisent un petit peu dans la vie et qui au final perdent le lien social Mmh. autour d'eux et ont beaucoup de difficultés à remettre un petit pied dans ce lien social. Bah, là, c'est ça, mais vécu de façon très accélérée avec un ultra. Mmh. Mais donc là, sur cette course, c'était plutôt ça. Et donc, ouais, j'aime bien courir seul, mais là, c'était un peu trop long. Après, récemment, on m'a posé la question, est-ce que tu préfères dépasser des gens ou te dépasser en ultra? Et je trouvais que la question elle était intéressante parce que oui, certes, nous, ce qu'on aime, c'est se dépasser nous-mêmes, mais au final, j'aime bien aussi dépasser des gens de temps en temps parce qu'effectivement, quand tu es devant, tu croises personne. C'est ça. Et même, voilà, en ultra, quand c'est pas comme beaucoup de sports où bah, on n'est pas tellement dans la compète en fait. Et quand Mmh on mh. dépasse quelqu'un ou quand on se fait dépasser, en fait, c'est plutôt un moment où on va se mettre dans le rythme de l'autre Ouais, pendant c'est un ça, ça certain permet temps d'échanger, ouais, tout complètement. et tu vas discuter. Et moi, ça m'est arrivé sur plein de courses. Ça m'est arrivé de rester 1 ou 2 heures avec des mecs parce qu'on s'entendait bien et on a refait la vie. Et puis, je peux te dire qu'à la fin de la course, je connaissais le prénom de sa femme ou de son copain, que je savais où il partait en vacances la semaine prochaine. Et voilà, c'est un truc cool qu'on a dans ce sport-là, Alors qu'on moi, peut pas avoir dans c'est tous les sports. c'est presque limite ce que ce que j'adore. Après moi, je suis une grande pipelette, mais Ouais. les personnes qui ont fait des ultras avec moi le savent. Ils m'ont croisée, bon, mais maintenant, je les connais très, très bien, ils me connaissent très, très bien, mais c'est vrai que j'adore. C'est un moment d'échange qui est vraiment sympa. Après, c'est sûr que j'ai une allure qui me permet aussi de bien papoter, il faut le dire. Mais c'est des bons moments d'échange et pour moi, c'est aussi ce qui donne un souvenir à la course. Mais j'ai l'impression que tu as raison et que ça fait complètement en fait que c'est d'une certaine manière en fait l'effort que tu es en train de faire et le fait qu'on soit grosso modo tous habillés pareil et on est tous dans la même galère, C'est ça. bah, ça enlève un petit peu les différences qu'on peut avoir dans la vie au quotidien et les préjugés qu'on peut avoir dans la vie au quotidien et les étiquettes qu'on peut se mettre les uns les autres. Et bah, là, au final, tu es que 2 personnes avec 2 jambes, 2 bras, qui sont en train de faire le même truc, en train de passer un col en même temps, dans la même galère parce qu'il pleut, il neige ou il y a du vent. Et tu es sur un pied d'égalité qui est intéressant et qui crée peut-être cette atmosphère dans lequel on peut échanger assez facilement. Et c'est vrai que c'est cool, quoi. Et ça manque, hein. Oh là là, ça commence à C'est manquer clair. là. Là, tu vois, j'ai pris plein de dossards, je sais pas s'ils vont être maintenus, mais je l'espère fortement. Ouais? Tu pris quoi? Vas-y, je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai, un 80 kilomètres, beh, là, bientôt, là, dans un mois et demi, en Auvergne. Ah, ça m'intéresse ça. C'est enfin après, oui, c'est un 80 kilomètres en Auvergne, comment il s'appelle? Volcanique, ultra volcanique. Ah, je connais pas, il va falloir que je me le note de Bon, beh, suite, tu tu vois? vois? Parce que j'avais rien à faire en février. Et beh, voilà, tu sais maintenant. C'est attends, non, c'est le premier février ou non, c'est le premier week-end de mars. Premier week-end de mars. Moi, je me Ouais, le note c'est quand ça. même, j'irai voir, parce que j'en ai pas trop en début d'année. Hop, bon, on verra si ça sera maintenu, bien évidemment. Bah, ouais, après j'ai les Templiers qui ont été reportés. Qu'est-ce qu'il y a Quelle d'autre? version? Le long, Le le très le long? long. Ouais, ouais, le très long. L'endurance? Ouais, le 110. Je l'ai fait, franchement, il est très cool. Le format est idéal et c'est pas un 100 facile, mais il est pas non plus Non, impossible ouais, à je pense que terminer. c'est ça. Et après, si j'en ai un qui me tarde vraiment de faire, parce que ça va être la première fois que je vais courir dans les Alpes, c'est en septembre, c'est au lac de Serpenson. Ah, ouais. 80 kilomètres pareil. Enfin 88, je crois. Cool, le paysage est joli. J'espère que ça sera, tu passeras plutôt sur une partie où c'est en journée, parce que où tu te retrouves pas une journée où il fait gris aussi, Ouais. parce que le paysage est plutôt cool. Bon, en septembre, je me dis que ça devrait aller, hein. Ouais, bah J'espère. écoute, t'as toutes les météos dans les Alpes, c'est Ouais, ça qui est génial. j'ai un petit peu l'impression, ouais. Toi, t'as pris des dossards là du coup pour cette année? Bah en fait, j'ai quasiment tous mes dossards en fait déjà pour 2021. Et des reportés de l'année précédente ou Pas c'est mal de des. reportés et là, bah, hier, je crois que c'était hier, je me suis inscrit à l'UTMB et l'avantage c'est que maintenant Ouais, j'ai j'ai vu ça. j'ai une cote qui me permet d'éviter les tirages au sort. Donc je suis sûr et certain de pouvoir participer à l'UTMB en août et donc
Et donc, bah, c'est marrant parce que là, j'ai repris mon dossard hier et j'avais pas trop, je m'étais pas trop conditionné à ce jour-là, alors que d'habitude les autres années, je suis surexcité ce jour-là. C'est pas que je peux pas bosser, mais la matinée où je m'inscris, voilà, je pense à autre chose. Bah là, en fait, bah, voilà, c'était totalement normal, quoi. Je me suis juste Ouais, inscrit et ouais. puis, oh, c'est du TMB et puis de toute façon, moi, ça sera une préparation pour la diagonale, donc j'ai pas de pression et donc je trouve que c'est super cool de pouvoir maintenant. C'est ce qu'on disait un peu au début, voilà, le truc qui paraissait totalement lunaire, Non, mais maintenant c'est vrai. c'est comme une lettre à la poste, donc même si Mais ça là, l'est jamais en réalité, hein. ouais, ouais, non, mais enfin, tu vois les choses différemment. Tu vois, j'ai pris un 40 kilomètres là pour dans 3 ou 4 semaines, à côté de chez moi. Et je l'ai pris sans me poser de questions, alors qu'avant, je me serais dit, oh là là, Mmh. 40 kilomètres, c'est beaucoup quand même, je suis pas sûre. Là, je l'ai Mais pris, je dis, ouais, ouais, c'est bon, c'est fait. c'est assez génial et c'est un truc que je me rappelais, surtout quand je commençais, bah, justement, je regardais les gens qui faisaient ça, qui s'inscrivaient à des, voilà, à des 80, à des 100 kilomètres, comme si c'était normal et moi je me faisais: «Mais ils sont bizarres ces gens». Alors que maintenant, ouais, effectivement, C'est bon, on est passé du c'est côté bon. bizarre. Exactement, le côté bizarre de la force, c'est bon ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Non, et du coup, cette année, tu vas pareil essayer de refaire, tu repars à La Réunion? Ouais, je repars à La Réunion en octobre, ça c'est déjà bon aussi, j'ai le dossard. Dans les très, très gros, en avril, on verra si ça tient, j'ai le 100 miles of Istra qui est, donc un ultra en Croatie. Heu, Après, j'ai, l'Ultra Maxi Race autour du lac d'Annecy que j'ai déjà fait, que j'aime Mmh. beaucoup. En juillet, l'UT4M extrême, donc pareil, c'est un 100 miles et 11 000 mètres de dénivelé autour de Grenoble, super sympa, que j'ai déjà fait, qui est vraiment, vraiment, celui-là qui est super étonnant et en plus le fait de traverser 4 massifs différents, ça Ça donne doit être magnifique. un petit goût différent à la Mmh. course. L'UTMB en septembre. En octobre, la Diagonale des Fous et pour mon anniversaire en novembre, je me suis trouvé une course en Suède, pareil un ultra, où il y a pas trop de dénivelé, hein. Je crois qu'il y a 4 000 de dénivelé sur 170 kilomètres, mais je Oui, connais pas la Suède et je suis tombé, je me suis sympa. fait avoir par une vidéo de présentation où on voit un mec sur un cheval, ambiance médiévale, mais ambiance chevalier noir avec un grand drapeau effrayant qui part devant les coureurs au galop comme ça. Et bah, ça ça m'a fait kiffer, donc je me suis dit, tu vas faire celle-là. Excellent, excellent. Donc ça. Non, c'est cool ça. Tu vois, je suis encore jamais si, j'ai fait une course à l'étranger, une fois en Espagne. Mais, Bah, mais sinon, non, toujours, c'est- moi, je voyageais pas tellement quand j'étais plus jeune, et c'est un peu par le biais de l'ultra que j'ai commencé à voyager. Et je trouve que en fait, c'est un super moyen pour découvrir le paysage. Parce que généralement, ils t'envoient sur les plus beaux coins, qu'il y a autour de la ville principale de laquelle tu cours et tu le fais en courant, donc tu as quand même le temps de regarder le paysage, même si c'est de devant et que tu cours vite, tu as quand même le temps de lever le nez. Je sais que j'ai fait, Cape Town, j'ai fait, les Canaries, je connaissais pas du tout les Alpes, maintenant je les connais super bien. Je suis allé en Belgique, je suis allé où? Enfin voilà, j'ai un peu voyagé et je prévois encore de faire, le Japon, les États-Unis, le Canada, ah ouais, l'Amérique du Sud, d'en faire, peut-être, j'aimerais bien en refaire en Afrique, heu, soit du Nord, soit, subsaharienne, hein, donc ça donne encore des perspectives et c'est aussi c'est pas une excuse pour voyager, enfin, je trouve que mais ça c'est accompagne. cool, ça permet de faire d'autres choses et non, non, c'est vraiment pas mal. On s'est complètement éloigné de ton Ouais, aventure de complètement, c'est base, vrai, mais excuse-moi. non, mais c'est Retournons moi. dans le Jura. Alors, quand même, donc ta cour est-ce qu'il y a un moment là sur cette course où, tu t'es sentie, pas bien, mais, comment dire? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic de se dire: «Beh, cette course-là prend un goût d'aventure particulière»? Ouais, je pense que, en fait, c'est vers le kilomètre 100, quand ça fait, je crois que ça fait, ouais, voilà, ça doit faire 12-13 heures que je cours. Ça doit faire, 9 heures qu'il me flotte sur la gueule, je suis totalement trempé. On est parti à 8 heures du mat, donc au bout de 13 heures, bah, on attaque la nuit. Je sais que je commence à gentiment fatiguer un petit peu quand même parce qu'on envoie de l'énergie, on court vite et ça fait 12 heures que tu cours et tu as fait 100 bornes et dans la tête, tu sais qu'il t'en reste 80, donc tu faut pas même pas y penser parce que c'est Ah oui, encore non, trop je pense long que pour, ouais, c'est ça. Faut pas partir comme ça. et je sais qu'au bout d'un moment, voilà, entre 100 et 130, ça a été le moment où j'ai complètement décliné et mentalement, j'ai pas réussi à me ressaisir pour positiver et je suis devenu un zombie, en fait. Je suis devenu un zombie parce que j'étais totalement trempé jusqu'aux os, parce que j'étais fatigué. J'ai le souvenir, en fait, que
je déjà bon, je m'arrête jamais en course, je m'arrête jamais de courir, même sur les ravitaillements, je passe le minimum de temps possible, je passe généralement moins d'une minute et là, Ah oui, j'ai le effectivement. souvenir que quand je m'arrêtais en fait ou quand je ne serait-ce que je marchais, je titubais. En fait, j'arrivais à courir, ça Mmh. c'était bon, enfin voilà. J'ai appris à débrancher le cerveau et à courir de toute façon, même avec les douleurs, même si, tout le reste du corps ne fonctionne pas. Mais par contre, ouais, ça c'est un truc qui m'avait choqué, c'était que j'ai le souvenir de, bah, quand tu marches, tu titubes et dès que je m'arrêtais dans un ravitaillement, bon, il y en a pas des masses non plus, mais dès que je m'arrêtais, j'arrivais plus à parler, ma mâchoire était bloquée, bah, ça commence à être incohérent ce que tu dis. J'arrivais dans les ravitaillements, on me demandait ce que je voulais. J'ai un souvenir, c'était à Mout. Les bénévoles me demandent ce que je veux, ils me voient que je suis pas bien du tout, et moi je sais pas, c'est soit de la pudeur, soit parce que j'étais déconnecté, je leur demandais rien, je disais: «Non, non, c'est bon, j'ai besoin de rien, ça va» Ouais, et je restais complètement. dans mon coin, j'avais repéré Complètement qu'il dans y ta avait bulle, en fait. exactement et j'ai le souvenir que là, à ce moment-là, en fait, ils m'ont mis, c'est eux qui m'ont sorti, en fait, de ce moment de ce grand moment de moins bien, enfin de ce premier grand moment de moins bien dans la course. Ils m'en ont sorti parce que les nanas, qui étaient super sympas en face de moi, en fait, elles ont eu énormément d'empathie, elles se sont mis à ma place et elles ont commencé à me dire: «Mais sinon, attends, on va te faire des trucs. Attends, là, tu complètement froid, mais attends, t'as pas d'assistance toi? Ils sont où les gens qui t'accompagnent? T'as pas tu pas d'affaires de Ouais, rechange? T'as rien?» Et elles ont commencé à me filer en fait, bah, il y a une fille qui m'a filé ses gants, l'autre qui m'a donné sa veste, pour que je reparte et ils voyaient que j'avais froid donc et que j'étais trempé. Donc ils m'ont mis, c'est la première fois que je fais ça. C'est à la place de mettre de l'eau, dans mes flasques, on a mis du thé bouillant, de manière à ce que sous ma veste et au proche de mon ça corps, ça me réchauffe. réchauffe un petit peu et bon, bah, ça servait pas à grand chose, hein, parce que 5 minutes après que tu sois ressorti du ravito, Ouais, c'était des murs de pluie qui tombaient donc tu tout autant trempé mais humainement ça réveillait et ça permettait de sortir de ce moment zombie. c'est ça. Heu, De te reconnecter un petit peu au monde extérieur, surtout. Exactement. Après bon, après en fait tu repars tout seul en montagne et il repleut et la difficulté n'est pas de ne pas rechuter dans ce monde zombie, juste derrière donc il y a eu ce premier grand moment de pas bien, et après il y en a eu un autre, un petit peu plus loin. En fait la course, donc tu as la première base vie au kilomètre 70, de 70 à 140. Je vais pas dire que c'est tout plat parce que c'est un peu vallonné, il y a quand même des bonnes grosses collines à passer, mais c'est pas non plus des terribles ascensions et des terribles de descentes qui font 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Mmh, donc, tu arrives au 140, la seconde base vie et là la course recommence d'une certaine manière parce que tu vas te bouffer, 2 énormes montées et Mmh. sur les 42 des 40 derniers kilomètres, tu étais déjà, totalement mort. Et moi, je sais que juste avant d'arriver à cette base vie, en fait, il me pleut tellement dessus, on vient de passer sur des crêtes, je me dis que c'est tellement dur ce moment pour moi, je suis tellement pas bien et dans mon hypothermie, je suis tellement fracassé physiquement, que je trouve que ça commence à être vraiment dangereux, en fait, cette course et je me dis: «Bon, ben, enfin, toi, tu es habitué, d'accord, ça passe, heu, tu pourrais continuer». Mais des gens qui vont être moins habitués derrière toi, eux, en plus, ils vont passer encore plus de temps dehors, dans le froid. Peut-être que finalement les organisateurs, ils vont arrêter la course à la seconde base vie à ce moment-là. Ils vont pas vous lancer dans 2 énormes montées qui sont en plus, un peu plus techniques et un peu plus dangereuses et donc je me persuade avant cette seconde base vie, je sais pas pourquoi, je me persuade que les organisateurs vont arrêter la course et que moi, bah, quand je vais arriver ça s'appelle Jougne, à Jougne, Ça sera la fin, ça c'est ça. ça ça va s'arrêter et je vais pouvoir en fait, bah, arrêter ma course et puis, Ouais, je ouais. suis déjà dans mon délire de me dire: «Bah, c'est bon, c'est fini, tu vas même pouvoir boire une bière. Bah, là, dans 15 minutes, tu es là-bas, tu vas boire ta bière» et Alors puis et du coup, cette pensée, elle a été plutôt positive ou négative? Ça t'a redonné de l'énergie de penser ça? ah mais ça m'a complètement flingué en fait, Ah ouais? parce que c'était fini et ça m'a flingué donc heu, j'étais, en fait, je trouve qu'on se conditionne beaucoup à l'effort qu'on projette de faire et Mmh. bah, quand je pars courir, moi, m'entraîner 23 kilomètres.
tous les soirs. Au bout, de 22, je suis fatigué et le dernier kilomètre, il est difficile. Bah, c'est un peu le même délire quand je pars faire un 100 bornes. Sur un 100 bornes, au bout de 23, je suis, même pas échauffé. Par contre, au bout de 90, je vais commencer vraiment à galérer et donc je trouve qu'on se conditionne beaucoup à l'effort qu'on prévoit de faire et là, c'était un petit peu ça et donc vu que, bah, pour moi, l'effort, il se terminait dans un quart d'heure, c'est bon, je pouvais relâcher la pression. J'avais déjà couru 140 bornes et en fait, j'arrive, dans le ravito et pas du tout, quoi. Les mecs, les mecs, eux, ils ont pas du tout eu ce délire de se dire que c'était dangereux ou quoi. Je leur en parle même pas et ils m'en parlent même pas. Mais donc de fait, la course continue et Et là, ça a dû être vraiment encore enfin, ça a dû être encore plus dur de se dire: «Bah, en fait, non, c'est pas du tout fini». exactement et c'est là, à ce moment-là, où tu te dis: «Ah bah, attends, donc là, c'est pas bière maintenant, là, maintenant, c'est on repart. Je suis On déjà repart sur trempé, les vais devoir ressortir trempé. Il reste 40 bornes et je sais pas, 2005 de dénivelé positif et des grosses descentes. Il pleut comme jamais dehors. Je suis fatigué, je suis en hypothermie, j'ai froid, j'arrive toujours plus à parler, toujours pas à parler. Heu, ah oui, au passage, pendant la basse vie, il y a un mec qui me dit: «Ah tiens, on nous annonce de la neige, sur les 2 sommets où tu passes après, c'est en train de tourner à la neige». Non, c'est ça qu'il a dit: «C'est en train de tourner à la neige». Je dis: «Bah, ça va, il y a pas de problème alors». Donc psychologiquement là, je me prends une danger. ouais, je me prends une petite claquounette et là, je sais pas et je décide alors que je m'étais pas du tout changé là sur les, ça doit faire 17-18 heures, je pense que je cours là. Ouais, ça doit faire 18 heures. Alors que je m'étais pas changé, là je me dis: «Bon, bah, allez, tu des affaires de rechange, qui sont dans cette basse vie». J'en avais prévu un petit peu quelques-unes. Tu te changes intégralement parce que tu as trop froid. Tu pourras pas, ça va être vraiment, physiquement pas agréable du tout de repartir encore déjà trempé et retrempé, tout de suite dessus. Et donc j'ai le souvenir de me foutre totalement à poil au milieu de la basse vie. En plus, il y a des gens, il y a une quinzaine de bénévoles, autour et tout. Moi je me fous à poil, je leur demande s'ils ont pas une couette ou un drap pour que je me sèche. Je demande, il y a une petite dame qui me demande si je veux, quelque chose à boire. Je lui dis: «Ouais, j'aimerais bien un thé chaud». Je lui dis: «C'est possible de mettre du sucre dedans?» Elle voit comme ça et je me rappellerai toujours, elle me ramène le thé bouillant, donc genre génial et elle me ramène 7 sucres à côté, quoi. OK, mais ouais, bah, ouais, parfait, parfait, faisons comme ça et là, je suis tout nu donc j'ai pas voilà, comme je te disais tout à l'heure, je me suis jamais arrêté sur un ravitaillement plus de 30-40 secondes, voilà et là, je sais que j'ai pris 40 minutes. J'ai Ah pris oui, mon c'est temps effectivement énorme. pour me changer et parce que j'arrivais enfin et aussi parce que j'allais pas très vite dans mes mouvements, pour enlever, ton shirt qui est trempé, C'est ça, ta faut peau qui est dégeler. agressée. Mmh. Et pareil et là, j'ai en fait et en prévision du froid, je sais pas pourquoi, j'ai trop flippé et j'étais trop traumatisé par les heures que je venais de vivre. Je sais que je suis reparti avec 6 couches sur moi sur le dessus. Oui, quand Genre même. j'avais, je sais plus, 3 t-shirts, 2, 7 couches, 3 t-shirts, 2 trucs un peu techniques, un petit peu chauds au-dessus du t-shirt, et 2 vestes imperméables, bien, bien chaudes aussi. Donc j'étais un peu monsieur Bibendum, genre je galérais un peu à bouger mes bras pour courir, mais bon, de toute façon, à ce moment-là, tu cours plus, Ouais, très, très ouais. vite. Mais je suis reparti comme ça et puis oui, voilà, après, en fait, de toute façon, c'est une lente agonie jusqu'à la fin. À partir du moment où je considère que de toute façon, au bout de 15-16 heures de course, peu importe le niveau que tu as, c'est le moment où pour moi ça devient de l'ultra. Et moi, ma définition de l'ultra, c'est pas tellement une distance, une difficulté ou quoi. Pour moi, c'est plutôt une définition en durée pour la personne. À partir du moment où tu as déjà couru 15 heures, où ça fait 15 heures que tu es en train de faire un effort, c'est le moment qui va être dur et bah, là, c'est une lente agonie jusqu'à la fin. Même si j'ai bien aimé la fin, hein, le dernier parcours parce que c'était le plus joli et parce qu'on avait je traversais, la première grosse montagne, je la faisais de nuit, mais la deuxième qui s'appelle les Aiguilles de Baume, bah, c'était au petit matin et effectivement, il neigeait et là-bas, il neigeait déjà depuis, un certain nombre d'heures parce qu'il y avait 10 centimètres de neige et devant moi, il y avait pas une trace. Enfin si, il y avait juste une seule trace qui était, Fabrice qui gagne la course et bah, il y avait que sa trace à lui, et la personne qui l'accompagnait, son paisseur. Et moi j'étais un peu en mode tracker derrière à voir sa trace dans la neige. Et donc j'ai des super souvenirs de ça que j'ai des souvenirs, alors que je sais très bien et que je les ai occultés aussi, que sur ce moment-là, j'avais mal de partout. Tu as dû Je avoir des n'arrivais moments plus à très durs. courir, je souffrais, des jambes, ce qui est normal, du dos
mais je souffrais aussi, du froid, en moi, dans mes mains, sur ma peau, sur ma tête. Je souffrais de tout ça Oui, mais j'en garde à côté un très bon souvenir. après, je sais qu'il y a des gens qui supportent le froid. Moi, perso, je ne supporte pas du tout le froid et le froid, c'est la seule chose d'ailleurs qui m'a fait abandonner. Alors pas une course, mais un entraînement. Ah Je ouais? suis tellement froid, je pouvais plus rien faire. Et bon, remarque, c'est une bonne leçon. Mais après, maintenant, je sais. Et en plus, bêtement, parce que je n'ai pas voulu me changer, tu vois. Pour vraiment des choses très très bêtes. Mais quand t'es trempé, trempé, c'est pas évident. Moi, après, je sais d'une certaine manière, le je préfère limite, en fait, le froid au chaud parce que le chaud, en fait, ça va m'affecter et je sais que je vais devoir ralentir ma vitesse et ça va m'énerver psychologiquement et je vais perdre patience. Alors que le froid, à l'inverse, ça va peut-être me motiver à me bouger un petit peu plus parce que je sais que si je m'arrête, je vais crever, mais ça va Oui, non, vraiment ça être très fait. difficile limite je préfère le froid là-dessus parce que, bah, c'est handicapant, mais mais d'une certaine manière, c'est un bon handicap, quoi. Complètement. Complètement, complètement. Comment tu gères justement, ouais, à chaque fois sur les bases de vie, tu t'étais pris quand même des fringues au cas Alors là, en ou fait, là, c'était. cette course, elle est, il y a pas mal de courses qui sont en train d'ailleurs de faire ça dans les règlements. Cette course, elle a un principe qui est cool, qui est, tu peux faire ce que tu veux au niveau des ravitaillements, c'est-à-dire que tu pas obligé de te ravitailler sur les ravitaillements. Tu peux faire des ravitaillements en zone, tu peux, je sais pas, si tu as garé une bagnole ou quoi, tu peux, voilà, tu peux récupérer des fringues à n'importe quel moment et tu peux avoir des pacers, donc tu peux avoir des potes à toi qui courent avec. D'accord. Comme je te disais, moi je suis un têtu petit con, donc j'ai décidé de, bah, pas avoir de pacer et de pas avoir d'assistance et de me démerder tout seul et de respecter les règles que je connaissais normales de l'ultra trail. Bah, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé en fait des affaires potentiellement pour me changer à la première base vie et à la seconde base vie. À la première base vie au kilomètre 70, j'étais déjà totalement trempé, mais j'étais encore assez, lucide et fort dans ma tête pour me dire: «Bon, tu trempé, de toute façon, tu seras pas plus trempé, enfin, Oui, si ça tu ne mets les changera affaires pas. sèches dans 10-15 minutes, Grave. bah, tu seras trempé à nouveau donc perds pas 10 minutes à te changer, heu, tremper pour tremper, tu sors, quoi et la deuxième fois, bah, il s'est passé ce qui s'est passé donc là, j'ai récupéré des affaires, pour me changer mais c'est la première fois de ma vie que je le fais et généralement, en fait, je vais dire un truc qui peut paraître idiot mais j'aime pas perdre du temps pour mon petit confort. Ouais, non, Je préfère y aller un petit peu à la dure et je pense que parfois ça me joue des tours, hein. Je sais que quand j'avais fait la Diagonale des Fous il y a quelques années, c'était mon premier ultra, je connaissais pas du tout ce monde-là, j'avais pas conscience de la nécessité de s'arrêter, de prendre du temps en ravitaillement et de peut-être se changer ou peut-être dormir de temps en temps. Je me rappelle qu'au kilomètre 130, donc ça fait 165 la diag, au kilomètre 130, je suis avec un mec, j'arrive à un ravitaillement, lui il me dit: «Bon, bah, moi je m'arrête pendant 1 heure et demie, je vais dormir, manger, me reposer, me changer». Moi je me dis: «Bon, bah, cool, je gagne une place quoi et je le reverrai pas, s'il s'arrête 1 heure et demie, c'est fini» et le mec, bah, il a eu beau s'être arrêté 1 heure et demie. En fait, moi j'étais tellement fatigué et tout, à galérer que, j'ai le souvenir que je crois qu'il me double, 7 kilomètres avant l'arrivée dans une montée. Bah, lui il court dans la montée, moi je rampais. c'est ça. Et donc c'est pour ça que je pense que, c'est mon petit côté têtu qui fait que, bah, j'aime bien y aller à la dure et pas perdre de temps à me changer sur un ravito, même si, peut-être que sur le papier ça doit faire gagner du temps. Donc moi perso, non. Je ne profite pas des ravitaillements pour le petit confort, j'en profite juste pour, en fait faire, l'essentiel, pour survivre qui est, de prendre de l'eau et généralement je ramasse, 3 bouts de fromage, 2 bouts de saucisson et je les mange même pas sur place, je pars avec en courant et je les mange en courant. Et justement, comment tu t'alimentes sur les ultras? Bah, je connais ton expertise en nutrition Je dirais rien, donc je dirais rien. Promis, je t'écoute juste. ouais, je suis non, je suis pas un exemple, mais après je suis pas un exemple sur pas mal de choses, mais là sur la nutrition, je suis pas un exemple non plus et en plus ça, je pense que tout le monde le sait, c'est que en fait chacun, se trouve sa propre, formule magique pour que ça fonctionne. Mais moi déjà, bah, en fait je vis très bien les gels, donc je tourne sur 2 types de gels, un gel qui s'appelle, attends, on peut citer des marques sur un podcast, ouais? Oui, oh. Qui s'appelle GU. Donc je tourne sur des GU et sur des gels coup de fouet qui sont normalement des gels pour les petites distances, donc je fais des alternances entre les 2 mais je suis quasiment capable
Bah, ouais, à 80 kilomètres, c'est sûr, hein, 100 bornes, c'est sûr. Je peux tourner quasiment qu'au gel, Non, sans souci, hein. excellent. Tu vas en Heu, faire pâlir plus ouais, mais après, après je sais que, d'un. bah, Non, en soi, pour la santé, c'est pas bon, hein. même sans ça, il y a des personnes qui le supportent pas. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui disent: «Ah non, c'est pas possible de Ah prendre oui, ça». oui, clairement. Et toi, non, tu te non, c'est bien. Et généralement, en fait, ce qui se passe sur un ultra, c'est que je prends donc des gels quasiment tout le long. Enfin bon, j'essaye d'éviter d'en prendre trop au début pour pas avoir des apports en sucre trop importants dès le départ. Mais depuis une mauvaise expérience, pareil sur la diagonale où, bah, je connaissais rien, où j'ai fait, 2 malaises pendant la course parce que je manquais de sel, j'ai découvert que le sucre ne suffisait pas dans la vie, il Ouais. fallait du sel aussi. Et donc là maintenant en fait je me force sur les ravitaillements à prendre, en plus, bah, à prendre du salé OK. quitte à prendre du salé, moi j'aime bien me faire plaisir donc c'est, très souvent fromage saucisson. Mmh. Je déteste les tucs. J'ai je pense que, je comprends pas, le pourquoi les organisateurs je pense qu'il y a un lobby des tucs. Oui, non, je pense aussi, c'est le genre de truc, c'est pas possible. Mais C'est en fait, heu, voilà, c'est peut-être, cool, sympathique, ouais, mais l'apéro avec une l bière, ouais, l mais pas quand tu cours. et moi, l'image des tucs sur cette petite assiette en plastique, granulée, où il y a 4 pauvres tucs qui se battent en duel, où il y en a, 8 000 parce que tu es au début, heu, je je l'exècre et surtout, en fait, je l'exècre parce que je pense fondamentalement que ça c'est pas nourrissant, quoi. Ça il y a 0 apport, qui te permette de courir en montagne et de faire 180 bornes. Donc donc heu donc non, non, moi je reste, fromage saucisson et bah, d'ailleurs là sur l'UTMJ, c'était un sacré kiff parce qu'ils ont du très bon saucisson, mais surtout au Mmh. niveau fromage, Bah oui. on est au top du top. Je vais peut-être me faire détester par les Savoyards, les Hauts-Savoyards et les Pyrénéens, mais quand même les fromages du Jura, c'est quelque chose bah, que ce soit le il y avait du comté partout. J'ai le souvenir on passe à Morbier, j'ai le souvenir que vers le kilomètre 80 j'ai trouvé la ville pas très belle, mais j'ai le souvenir à Morbier, j'ai bouffé du morbier et j'en ai bouffé je sais pas combien de centaines de grammes d'un coup et c'était un réel plaisir, parce que ça a un goût fort et prononcé et donc bah, ça te réveille d'une certaine manière, les papilles et c'est un apport de gras qui est assez important. Je sais pas si d'un point de vue nutrition c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que ça permet quand même de foutre de l'énergie dans la bécane et l'autre truc que je trouve très pratique en fait avec le fromage, c'est que moi très rapidement, je sais pas au bout de voilà ce qu'on disait 15 heures, quand ça devient vraiment difficile, mais les muscles de ma mâchoire fonctionnent beaucoup moins bien. Donc j'ai du mal à parler, certes, mais j'ai aussi énormément de mal à mâcher et donc moi, quelque chose qui va être solide, vraiment solide, ça va être un enfer. Donc une barre, style les barres Clif, je vais avoir énormément de mal à la mâcher, donc ça me rebute d'une certaine manière de la manger et c'est pour ça que je bascule plutôt sur des gels ou sur du fromage. OK. Et sur cette course, si tu avais un truc à refaire, qu'est-ce que ça serait? Si il fallait que tu changes quelque chose, bah, soit sur la course en elle-même ou sur ton comportement ou psychologiquement, je sais pas? Bah, avec le recul, je me dis que je me suis un peu trop accordé de sur les 50 dernières bornes, je me suis un peu trop accordé d'excuses pour ne pas m'obliger à courir tout le temps. J'ai marché et même si c'est un truc qui est normalement normal, avec le recul, je me dis que j'aurais pu physiquement parlant, si j'avais pris le dessus avec le cerveau, j'aurais pu m'obliger à courir et même si le classement, on s'en fout, là, je termine deuxième de cette course, j'arrive 1 heure après le 1er, qui s'appelle donc Fabrice Fosseur et qui est suisse. Hem Et ben je me dis que, il y a un moment, je crois que 50 kilomètres avant l'arrivée, on me dit: «Tu es en train de le rattraper, il est un quart d'heure devant». Et j'ai pas voulu rentrer dans la compétition à ce moment-là et j'aurais peut-être dû me mettre en mode compétition et me Mmh. dire: «Va le chercher» donc ça, je regrette un petit peu de pas, ra avoir rajouté ce challenge dans la course, mais non, non, sinon en soi, pour un mec qui pensait pas pouvoir finir, qui part Oui, blessé, ce que j'allais dire. voilà, je ça c'est j'ai Je trouve que rien à c'est quand même non, c'est quand même très bien effectivement. Il y a pas à rougir de je ça. ouais, voilà. Je me dis que bon, j'ai quand même fait la partie du taf que je voulais faire. Moi, quand je suis arrivé à la fin de la course,
Généralement, je m'en fous un peu du résultat, c'est toujours un plus de faire un podium ou quelque chose comme ça, mais en fait, ce que j'aime beaucoup à la fin de la course, c'est, bah, sur le moment, j'y pense plus trop. Je me dis: «Bon, bah, voilà, tu as passé juste un bon moment, même si c'était super dur justement, bah, tu as passé un bon moment, tu t'es senti vivant» et c'est ça que je vais chercher dans les courses, c'est de sentir que je suis en vie et je passe rapidement la page généralement, heu Pour attaquer et sur voilà, pour pouvoir, rattaquer un nouveau chapitre et très souvent, en fait, c'est pour ça que je prends plusieurs dossards à l'avance, de manière à ce qu'à la fin d'une course, j'ai pas le je sais plus comment ils l'appellent, je crois que c'est ils ont trouvé un nom, on trouve des noms à je fais tout, la même chose. Parce un qu'avant, blues. j'étais. Ouais, mais moi, c'était horrible, hein. Pendant une semaine, fallait pas me parler, hein. Ouais, tu avais C'était le ce blues de «J'ai plus rien» ou c'est le blues de «C'est fini» de le blues de c'est fini. En fait, c'est parce qu'après moi j'aime beaucoup, l'entraînement qu'il y a avant, parce qu'autant les courses je les vis, mais alors peut-être trop bien, ouais. je sais pas trop pourquoi. Mais c'est les entraînements où par contre, je suis dans des états où normalement je dis que je suis mûre parce que 3 semaines avant la course, je dis: «Non mais là j'arrête, je c'est de la merde courir, faut arrêter, je veux plus en». Et donc là je sais qu'en général je suis mûre. Mais moi ce que j'adore c'est l'entraînement que je vais y mettre pour cette course. Donc une fois que la course est passée, beh, tu sais, tu as un goût de bon, beh, voilà, c'est fait. Ouais, moi, il y Donc a c'est il y pas a il y a un petit côté comme ça. Après, voilà, vu que j'ai plusieurs dossards à l'avance, ça ne s'arrête ouais, jamais, c'est ça. Maintenant, heu c'est ce que je fais, là et je et trouve il y que a plus ce c'est truc-là. Il y a plus ce truc-là et je trouve ça plus cool de se dire: «Bon, bah, allez, c'est reparti». ouais, mais au final, même si moi, je suis totalement contre le fait de dire que, c'est une addiction et c'est une dépendance, en tout cas dans ma manière de l'appréhender. Enfin, je me rappelle très bien quand j'avais vécu, des moments de blues comme ça ou des moments où, bah, ça allait justement après la fin de quelque chose parce que je savais déjà d'avance que j'avais autre chose, c'est quand je fumais et quand je fumais, en fait, quand je terminais un paquet de clopes et qu'il était plus de 20 heures et que je savais qu'il y avait pas de tabac ouvert, bah, j'étais vraiment en fait, c'était pas tellement une dépendance physique, c'était, une dépendance, psychologique de se dire que, bah, ce moment de plaisir de fumer, je l'ai plus. Il est terminé et je peux pas le satisfaire, tout de suite, donc il y a un moment à attendre et à passer. Alors que les autres fois où, bah, je prévoyais plusieurs paquets de clopes, bah, j'étais serein d'avance et même quand j'en avais terminé un, ça pouvait recommencer et même si je le fumais pas tout de suite, ça Non, pouvait mais recommencer, j'avais j'étais rassuré, non, de ne pas mais manquer et il y a de ça, il y a de ça, je pense un petit peu dans le post course à pied, heu et le fait d'avoir, ouais, plusieurs dossards à l'avance, c'est quand même un sacré kiff maintenant, quitte à en avoir un peu trop et ce que tu dis aussi, c'est que l'entraînement, moi, c'est, je sais pas, ça doit être 95 du temps quand même. L'année dernière, je cours 10 000 bornes et je pense que sur les 10 000 bornes, il doit y avoir même pas 3 qui doivent se passer en course. Donc 97 du temps, il se passe à l'entraînement. Effectivement, si t'aimes pas courir, si au final ah oui, ce si que tu aimes t'aimes pas c'est que ça, la compétition, ouais. c'est pas possible. Bah, du coup, quand tu as plus de compétition, bah, tu cours plus, quoi. Enfin, tu as plus le plaisir de courir pareil, c'est différent. Ouais, après les compétitions, bah, on se les crée aussi, ouais. C'est vrai qu'on on se Ouais, lance mais des avec petits défis de tu manière vois, avec à ne pas être, ce qui s'est passé, pour 2020 où il y a eu plein de courses annulées, je sais que moi je connais pas mal de monde qui, bah, ont presque arrêté de courir parce qu'il y avait plus ce dossard-là, il y avait plus intérêt à s'entraîner, en fait. C'est vrai que les mecs que je voyais en course, c'est exactement ce que tu dis. À l'inverse, moi je trouve que 2020, elle a ramené à la course à pied, enfin ou elle a amené du moins à la course à pied énormément de gens qui ne couraient pas. Je sais pas si c'est le C'est cas vers chez toi, mais enfin vers chez moi, c'est hallucinant. Le nombre de personnes que, bah, on a vu pas du tout équipées, en tout cas au moment des mmh, confinements, se mettre à courir et maintenant je m'en rends bien compte que, j'ai beaucoup plus de gens, moi, à côté de moi chez moi, dans le bois de Vincennes, qui se sont mis à courir et d'une certaine manière, cette période a permis ça donc il faut faut bien y trouver du non, non, positif ça, donc d'accord. Ça, d'accord. Non, non, mais après aussi ce que tu disais sur les entraînements, il y a un truc, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'abandonne pas ou presque pas, ou jamais en course, c'est que je m'interdis de voilà, je m'interdis de faiblir ou je m'interdis de marcher, je m'oblige un petit peu. C'est parce que d'une certaine manière, pendant les courses, je me sens redevable de toutes les heures d'entraînement, c'est ça. que j'ai pu faire auparavant Non, et je suis comme toi. voilà, c'est pour elle, pour toutes ces heures Ouais. que je dois, je dois voilà, je m'interdire de m'arrêter. D'une certaine manière, Ouais, c'est, puis me féliciter, quoi. féliciter. Moi, je sais que je pars tellement loin dans les entraînements, je vais tellement chercher, loin pour me donner que, beh, au final, la course, c'est que du bonheur, hein.
Ouais. Les filles qui m'ont vue me disent que je suis complètement extraterrestre parce que je souris tout le temps. En fait, tu peux regarder n'importe quelle photo, j'ai toujours le même sourire. Je me dis: «La nana n'arrête pas». Mais non, non, c'est ça, c'est, autant les entraînements, je peux faire la gueule, autant, non, non, la course, c'est un accomplissement de ce que tu as fait, quoi, Ouais, vraiment. après moi c'est un truc, c'était vraiment comme ça au départ et je l'appréciais vraiment parce que bah, justement à l'entraînement je pouvais me faire mal, enfin je pouvais me faire mal, je pouvais aller chercher les limites et tenter de me dépasser à chaque fois c'est quelque chose que je regrette maintenant parce que je l'ai plus tellement à l'entraînement cette sensation. Enfin maintenant à l'entraînement, j'ai du mal à aller chercher mes limites et à me dépasser parce que, pour aller chercher mes limites et me dépasser, il faut que je fasse des très, très longues distances Bah, ouais, et que je le passe corps est beaucoup d'heures et que je suis en montagne je peux pas tous les soirs aller courir, 6 heures, aller, trouver, la plus grosse côte possible de Paris, donc un truc de 50 mètres et la faire, 8 000 fois tous les soirs. C'est pas possible. Donc à l'entraînement, maintenant, j'ai l'impression de j'ai pas de lassitude parce que j'adore ça, mais j'ai l'impression de plus m'entraîner à l'entraînement et qu'en fait, c'est en course où je vais aller chercher la zone rouge, d'une certaine manière, c'est en course que je m'améliore, pour les courses et que le ouais, reste ouais, du bah, temps, ce n'est que du pas que du du bonheur. remplissage, mais c'est que du voilà, c'est qu'un passe-temps tranquille en fait, je m'entretiens, d'une certaine manière entre 2 courses. OK. Non, non, mais je vois l'esprit. Dis-moi pour finir, j'ai 2 petites questions. Mmh? Est-ce que tu as un sportif ou une sportive qui, oui, que tu admires, oui, si on peut dire admirer, quelqu'un qui effectivement, moi je dis souvent, fait briller les yeux, mais voilà quelqu'un. Mais en fait, j'aimerais bien être original et tout, hein. Ça serait super cool d'être original, de sortir un mec que personne ne connaît, mais je peux pas mentir, moi. Je sais que maintenant ça fait 5 ans où je cours 2 heures par jour ça fait quand même énormément partie de ma vie l'ultra trail alors que je connaissais pas ça il y a 5 ans. Ça a changé ma vie, vraiment, totalement, dans ma façon de voir les choses, mais aussi dans le temps que j'y consacre et je pense que, en grande partie, c'est dû à ce mec qui s'appelle Kylian et qui a changé un sport. C'est-à-dire que lui, il est arrivé dans un sport où, je crois que c'était en 2007 ou en 2008, c'est un mec de 59 ans, qui gagne l'UTMB. Lui, il a 18 piges, personne à l'époque, je crois de 18 ou 20 ans, ne va faire des UTMB. Ça n'existe pas des jeunes comme ça. Il débarque et l'année d'après, il gagne la course, donc il a 4 fois moins que le mec de l'année d'avant et il a jeunifié le sport, il a montré que c'était possible, il a ouvert un chemin et du fait que au final ce mec ait fait ça et qu'il y ait eu, certainement qu'il était pas seul et que c'était toute une mouvance, mais c'est quand même lui qui l'a personnifié. De ce fait, il y a eu plein de jeunes qui sont arrivés dans ce sport-là et de ce fait, moi quelques années plus tard, en 2015, je suis arrivé dans ce sport et même entre 2015 et aujourd'hui, je trouve que ça continue à se jeunifier parce que, en 2015, quand je faisais ma première Saint-Élion, je regardais autour de moi, il y avait personne qui avait, 22-23 ans, enfin personne, il y avait pas grand monde, quoi. La moyenne d'âge, c'était plutôt, je pense, entre 40 et 45 et aujourd'hui, l'année dernière, quand j'ai fait la Lyon-Saint-Élion et que je regardais autour de moi, il y avait quand même vachement plus de jeunes et donc, moi, je fais partie de ces jeunes qui sont arrivés dans ce sport parce qu'il y a ce Kylian, hem, qui a ouvert la voie Mais donc que certes, il c'était y a ces possible en fait. hein? On s'est rendu compte que, bah, c'était possible, surtout. Exactement, exactement et en fait, moi, un truc que j'adore, c'est voilà, ce comme je disais, c'est je suis pas d'entraînement, au niveau de la nutrition, comme tu peux le voir, en course, je fais n'importe quoi, mais alors dans la vie à côté, c'est pire. Je tu vois, tous les trucs de pas plus de 2 marathons par an. L'année dernière, je crois que je fais 240 marathons dans l'année, donc voilà, j'aime Ouais, bien ouais, ne pas suivre les préceptes c'est un peu ce Kylian qui oui, lui il est n'a pas sorti suivi du les cadre, préceptes au début, quoi. Qui a dit: du «Je vais le faire cadre à ma sauce» et il a bien fait. et il a bien fait et il l'a très bien fait et il a changé, voilà, il a changé pas mal de choses. Je pense que, voilà, en dehors de ses performances sportives qui sont, remarquables, admirables, en dehors du fait que, il a gagné 3 fois la course que j'aimerais bien faire un énorme score dessus qui est la diagonale. Donc en dehors de ça qui me fait briller les yeux, je pense qu'il a eu un vrai impact en fait sur ma vie. Il le sait pas. Même si je l'ai croisé, je lui ai pas dit ça, c'est pas le genre de truc qu'on dit, aux gens, Ouais, même non, si c'est peut-être ce qu'on devrait leur dire. Heu ouais, je pense que c'est vraiment ce mec-là. Après voilà, j'aurais pu te sortir un autre mec, mais c'est lui qui sort.
C'est peut-être le moment d'ailleurs d'être original. Une idée d'une personne que je pourrais, justement inviter sur le podcast, et que tu aimerais bien écouter son aventure. Donc si tu veux être original, c'est le moment. Tu toujours dans le monde de la course à pied ou ça peut être n'importe quoi? Alors là, non, non, n'importe quelle aventure, je suis preneuse. Eh ben moi, je ferais bien un truc qui est complètement hors stade, hors course à pied. C'est, quelqu'un qui a déjà raconté son histoire, mais pas sous le format. Il racontait plutôt de l'histoire, et lui à travers cette histoire, et il racontait pas la sienne, véritablement. C'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Barato, je sais pas si tu connais, qui est en fait la personne qui a été le président de l'AFM, je crois que c'est, mais qui est plus connu sous le nom du Téléthon. C'est quelqu'un qui a pris l'association donc qui luttait contre la maladie de la myopathie, qui était une association qui faisait, grosso modo, je sais pas, 30 000 francs, à l'époque c'était des francs, de budget par an, et qui vendait des cartes postales et des chocolats. Et lui, il a dit, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer, la recherche, c'est pas comme ça qu'on va sauver nos gamins. Il est allé prendre le modèle de ces grandes soirées de charité qui existaient aux États-Unis, et il a dit: «On va le faire en France», et il a fait d'une association, voilà, qui faisait 30 000 francs à une association qui récoltait chaque année des centaines de millions d'euros. Il a eu un impact énorme, parce que maintenant la recherche a énormément avancé. A priori, moi j'ai lu deux trois trucs comme quoi, en fait, c'est la recherche sur la myopathie, sur l'ARN, qui a permis aussi l'avancée comme de vaccins, comme, certainement celui, du Covid qui découle de cette technologie. Donc ce mec-là qui est pas de dans mon souvenir, il est ingénieur, donc il a rien à voir avec la médecine. Il a une histoire où son fils a eu, justement, cette maladie, ça a chamboulé sa vie, et lui, il a décidé de pas se laisser abattre, que, d'accord, certes, ça paraît impossible de soigner ça, sur le papier. Lui, il s'est dit, avec ses petites mains et sans avoir, de pouvoir particulier, heu, il s'est dit: «On va monter quelque chose en place», et il a créé l'impossible. Et donc son histoire est vraiment intéressante, et je m'inspire énormément de ce mec-là, même dans ma pratique sportive, parce que voilà, ça montre que ce que j'adore en plus, que quand tu prends un truc qui est impossible, il est impossible en fait à un instant T, et justement prendre un truc qui est impossible et le rendre possible par la suite, c'est formidable, c'est les meilleures choses à faire, et donc ce mec, personnifie ça. Et donc invite-le, je sais pas comment tu peux le contacter, mais bon courage. Je pense pas qu'il soit sportif en plus, mais je pense que Et, l'aventure de sa vie est incroyable à raconter. ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, mais écoute, merci, merci Alexandre. On a bien papoté. On pourrait encore, je peux rester 2-3 heures à discuter, mais Ouais, je suis faudrait que je chaud, te je suis croise chaud. un jour pour une course, mais faut pas que tu ailles très très vite. Écoute, en course, a priori cette année, sauf là je vais me renseigner donc sur, l'ultra volvi volcanique. Mais a priori on va pas se croiser parce que sur les Templiers, c'est en même temps que la Diag, mais on se croisera forcément parce que j'en fais Ouais, quand même beaucoup des courses, j'en ai pas encore fait dans la région bordelaise. On m'a conseillé de venir faire le marathon, vers chez toi. Heu, oui, oui, oui. donc Il y a pas mal de heu choses. Aussi, vers Saint-Émilion parce que ça, donc en plus ça C'est ce m'intéresse. que j'allais dire, c'est sur Saint-Émilion. Il y a une course assez sympa là-bas. Ouais, j'avais parlé un peu avec les orgas, et puis, en fait, pas de bol parce que quand ils m'ont contacté, j'étais allé à Saint-Émilion 2 semaines avant avec ma copine, pour les vacances. Mais j'ai très envie d'y retourner parce que j'ai passé un très bon moment là-bas, donc je pense que, voilà, ce sera potentiellement là-bas qu'on se croisera, si on se croise pas ailleurs. Avec grand, grand plaisir. Avec grand plaisir. Et en tout cas, mais merci de ce temps accordé pour le podcast et pour ta super aventure. C'est moi qui te remercie, et puis, j'espère que cette petite aventure qui est, vraiment la mienne, pourra plaire à des gens et peut-être inspirer des gens pour aller faire des courses comme ça, et ne pas avoir peur de la météo. Faut pas en avoir Bon, peur. mais c'est sûr. Merci beaucoup, Alexandre. C'est Salut. moi, ciao. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Casquette Verte ou Alexandre sur les réseaux et lire son compte-rendu sur son blog. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.